Les politiciens et les membres de la société civile qui réclament la publication de l'avant-projet du code électoral veulent supplanter la tâche du gouvernement et du Parlement, a déclaré le Premier ministre ce jour. Dans le secteur de l'entrepreneuriat à Madagascar, les entreprises malgaches évoluent sans l'aide du ministère de l'Industrie et du Développement des secteurs privés. Et enfin, dimanche, dans un discours à la nation, Robert Mugabe a défié ses adversaires. Menacé de destitution, ce dernier a affirmé qu'il présiderait le mois prochain le congrès du ZANU-PF, dont il a été exclu plus tôt dans la journée. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Page politique pour commencer, les politiciens et les membres de la société civile qui réclament la publication de l'avant-projet du code électoral veulent supplanter la tâche du gouvernement et du Parlement, a déclaré le Premier ministre ce jour. Aucune date n'a encore été proclamée par le gouvernement pour l'élection présidentielle, une date que les politiciens revendiquent avant la fin de cette année. Plus de précisions dans ce reportage de Fezou Rafali. Face à la demande des politiciens et des membres de la société civile de voir l'avant-projet de loi sur le code électoral élaboré par la Commission consultative de réflexion et de proposition, le Premier ministre a déclaré ce jour que cette tâche relève de la responsabilité du gouvernement et du comité interministériel et non du leur. On a tenu compte de ces recommandations, mais je peux vous poser la question. Qui, parmi les pays dans le monde, vraiment ose franchir le Rubicon pour dire, bon voilà, donc on va laisser maintenant aux membres de la société civile de confectionner les textes législatifs et nous, on va se tourner le pouce. Mais non, on a déjà pris la peine de consulter tous les acteurs politiques. Maintenant, laissez le gouvernement travailler sur ces textes, laissez le gouvernement trancher, laissez le gouvernement même pas trancher, mais vraiment confectionner les textes vraiment selon les lois en vigueur, pour l'intérêt supérieur de la nation. Ça, il ne faut pas oublier. De toute façon, comme j'ai dit, ces acteurs politiques-là, ils pourraient se rabattre au niveau des parlements. Bon, là c'est... Moi, je vous dis, il ne faut pas infantiliser vraiment ces deux institutions. Cette situation renforce les craintes des politiciens et des membres de la société civile sur la disparité entre la proposition de la commission consultative et le travail du comité interministériel sur l'avant-projet du code électoral. À l'Assemblée nationale, les membres de la Chambre basse ont voté la loi de finances et du budget, 2018 en moins d'une heure et seulement 35 sur les 151 députés ont adopté la loi portant sur la zone économique spéciale. Dans cette même optique, il y a également l'adoption du code de la communication au cours de l'année dernière, un code que les journalistes ont rejeté. Questionné sur la date de l'élection présidentielle, la réponse du chef du gouvernement a été insatisfaisante. Regardez dans la Constitution, on y trouve la date de l'élection. Je n'ai même pas besoin d'y répondre. Selon la Constitution, le premier tour de l'élection présidentielle devrait avoir lieu entre le 25 novembre et le 25 décembre 2018. À quelle date, située entre cette période, aura donc lieu cette élection? Les politiciens réclament cette date avant la fin de l'année 2017. Et d'ailleurs, la CENI met la pression sur le gouvernement pour que ce dernier proclame cette date. À titre de rappel, une rencontre entre les ambassadeurs de l'Union européenne et le gouvernement malgache a eu lieu aujourd'hui. Suite à la rencontre entre les ambassadeurs de l'Union européenne et le gouvernement Amazouarive, la résolution faite par le Parlement européen n'en est rien qu'une ingérence dans les affaires internes de la Grande Île, a déclaré les ambassadeurs de l'Union européenne. Ce n'est pas au Parlement européen de trancher sur les affaires internes de l'État, a déclaré le Premier ministre.
Fezou Rafali. De nombreux journalistes ont abordé le sujet de la résolution du Parlement européen au cours de la rencontre entre le gouvernement et les représentants de l'Union européenne ce jour. Une résolution qui se rapproche de la requête des politiciens et des membres de la société civile malgache. Cette résolution n'est pas importante pour le gouvernement. Les partenaires européens ne sont pas décisionnaires dans les affaires internes de l'État malgache, selon le Premier ministre. Le Parlement européen a fait part de son avis, mais ne peut rien imposer. Madagascar est un État indépendant. D'autre part, cette résolution du Parlement européen n'est pas une ingérence dans les affaires de l'État malgache, selon le représentant de l'Union européenne. Cette association politico-économique craint pour la situation politique et l'application de la démocratie à Madagascar. Il n'y a qu'une ingérence, mais il n'y a pas d'indifférence. L'indifférence non plus. Ça veut dire que la résolution du Parlement européen fait partie du débat politique qui existe au sein de l'Union européenne, comme ici à Madagascar. Le Parlement européen, je crois, tout d'abord fait un encouragement face à une opportunité unique de consolider sa démocratie, de consolider les atouts avec des élections crédibles, inclusives et participatives en toute liberté. C'est le souci principal de l'Union européenne et du Parlement européen qui fait l'écho d'un côté de cette opportunité unique, mais d'un autre côté des risques qui existaient toujours, surtout au vu de l'expérience passée des crises à Madagascar. Il faut sortir définitivement de ce cycle de crises à Madagascar et consolider les piliers de la stabilité, de la démocratie et du développement à long terme. Et je pense que c'est le souci principal du Parlement européen. À titre de rappel, le Parlement européen a publié la semaine dernière une résolution de 6 pages sur la situation globale de Madagascar. Le projet du chef d'État de réviser la Constitution fait partie des points évoqués dans ce document, un point que ces parlementaires considèrent comme source de conflits et d'agitation pour Madagascar. Ils ont également souligné la nécessité d'une élection présidentielle libre et démocratique en 2018. Également, dans l'actualité, le manque de fonds est un obstacle à l'exécution des tâches du Conseil pour la réconciliation nationale, a déclaré le président de ce conseil. Le budget alloué à cette institution pour l'année 2017 s'élève à 6 milliards d'ariars. Un budget qui, jusqu'à ce jour, n'a toujours pas été débloqué. Pour l'année prochaine, le budget octroyé à ce conseil est revu à la hausse et fixé à 7 milliards 123 millions d'ariars. Une réunion extraordinaire de 3 jours aura lieu au siège de cette institution à Mpeflou afin de déterminer les tâches prioritaires du Conseil pour la réconciliation malagasy. Passons à un tout autre sujet, le don de 45 millions de dollars que la Banque mondiale a attribué à Madagascar ne changera rien à la situation économique du pays si le mode de gestion n'évolue pas, selon un économiste. Nantarangianev. La semaine dernière, Madagascar a reçu une subvention de 45 millions de dollars de la Banque mondiale. Ce financement a pour but de soutenir les efforts du gouvernement à renforcer la stabilité des finances publiques et au développement des investissements. Ce n'est pas la première fois que Madagascar reçoit ce genre d'aide et pourtant, si l'on considère sa position sur le plan international, la situation de la Grande Île ne cesse de se dégringoler. Si le mode de gestion du pays ne change pas, cette subvention ne fera pas une grande différence selon un économiste. À titre de rappel, Madagascar a déjà reçu un financement de la Banque mondiale auparavant, comme c'était le cas en novembre 2016 où le pays a obtenu une aide de 65 millions de dollars. Cette subvention devrait apporter une hausse de 0,6% de la recette fiscale et diminuer les dépenses qui n'apportent aucun intérêt à la population. Dans le reste de l'actualité, dans le secteur de l'entrepreneuriat à Madagascar, les entreprises malgaches évoluent sans l'aide du ministère de l'Industrie et du Développement des secteurs privés. Ce n'est que maintenant que le ministre concerné projette d'apporter son aide à ces entreprises. Michael Ramarla. C'est à partir de 1939, à la suite du décret du 9 septembre 1939, que la Grande Île a commencé à importer ses produits. L'importation a pris de l'ampleur, portant atteinte au marché des entreprises malgaches. D'autre part, les entreprises locales ont des problèmes de fonds, une situation qui les empêche de concurrencer les entreprises étrangères qui exportent leurs produits à Madagascar. Les entreprises malgaches ont un problème de financement et de partenariat.
Les entrepreneurs montent ainsi leurs entreprises par leurs propres moyens et essaient par eux-mêmes de trouver des partenaires et des fonds. Ce n'est que maintenant que le ministre de l'Industrie et du secteur privé se penche sur les cas des entreprises malgaches. Peu d'entreprises malgaches exportent. La majorité de la production est destinée à la consommation locale. Une collaboration avec le ministère concerné va avoir lieu afin d'inciter les producteurs malgaches à se tourner vers l'exportation dans le respect de normes et de qualité. À titre d'information, aujourd'hui est célébrée la Journée mondiale pour l'industrialisation de l'Afrique. Une cérémonie pour marquer cette journée a eu lieu à l'hôtel de ville d'Antananarivo avec la participation de plusieurs entreprises malgaches et les responsables respectifs. Passons maintenant à l'actualité internationale. Dimanche, dans un discours à la nation, Robert Mugabe a défié ses adversaires. Menacé de destitution, ce dernier a affirmé qu'il présiderait le mois prochain le congrès du ZANU-PF, dont il a été exclu plus tôt dans la journée. France 24. Contrairement aux attentes, Robert Mugabe s'accroche au pouvoir. L'homme fort du Zimbabwe entend conserver son fauteuil de président. Le congrès de la ZANU-PF doit se dérouler dans quelques semaines. Et je le présiderai. Avant ce discours, son parti, la ZANU-PF, avait célébré les exclusions du président et de sa femme Grace Mugabe. Sa propre formation menace aujourd'hui de le destituer. Il avait jusqu'à ce matin pour donner sa démission. Les membres du parti ont décidé d'élire à leur tête l'ex-vice-président Emmerson Mnangagwa. Immédiatement après l'allocution télévisée de Robert Mugabe, le chef de la puissante association de vétérans a exprimé sa déception. Ce discours était totalement déconnecté de la réalité. Nous soutiendrons toute procédure de destitution et appelons à manifester mercredi. Sous la pression de sa femme Grace, qui souhaitait lui succéder, le chef de l'État avait limogé au début du mois son vice-président, faisant ainsi monter au créneau les membres de son propre parti ainsi que l'armée, qui a pris le contrôle du pays. Samedi, des dizaines de milliers de Zimbabwéens ont investi les rues d'Harare et de Bulawayo, exigeant eux aussi la démission de Robert Mugabe. Et puis enfin, la Cour suprême du Kenya a rejeté lundi les 2 recours demandant la validation de la présidentielle d'octobre. Elle valide de ce fait la victoire du chef de l'État sortant, réélu à la tête du pays avec plus de 98% des voix. France 24. Les partisans d'Ohuru Kenyatta peuvent se réjouir à l'extérieur de la Cour suprême, comme dans son enceinte. Les juges de la plus haute instance du pays viennent de valider la réélection de leur champion, le président sortant. La Cour a conclu à l'unanimité que les réclamations n'étaient pas recevables. En conséquence, l'élection présidentielle du 26 octobre est ici confirmée. Une décision qui met un terme à un processus électoral à rebondissement long de plus de 4 mois, mais qui ne met pas fin à une crise qui divise profondément et meurtrit le pays. Car du côté de l'opposition, on ne l'entend pas de cette oreille. Raila Odinga et ses partisans ont annoncé une campagne de résistance nationale faite de boycotts économiques et de grèves. Pour eux, les fraudes invalident les 2 scrutins présidentiels organisés, 2 scrutins qui avaient tous les 2 donné Kenyatta vainqueur. Une nouvelle élection avait été organisée le 26 octobre à la suite de l'invalidation historique par la Cour suprême pour irrégularité du premier scrutin d'août. Mais la tension ne faiblit pas. Après 2 semaines de calme, elle est remontée d'un cran le week-end dernier. Et lundi, après la décision de la Cour suprême, des violences ont éclaté à Kibera, dans la banlieue de la capitale Nairobi. Kenyatta, au pouvoir depuis 2013, sera investi le 28 novembre prochain pour un nouveau mandat de 5 ans. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Les politiciens et les membres de la société civile qui réclament la publication de l'avant-projet du code électoral veulent supplanter la tâche du gouvernement et du Parlement, a déclaré le Premier ministre ce jour. Et puis dans le secteur de l'entrepreneuriat à Madagascar, les entreprises malgaches évoluent sans l'aide du ministère de l'Industrie et du Développement des secteurs privés. Et enfin, dimanche, dans un discours à la
Nation, Robert Mugabe a défié ses adversaires. Menacé de destitution, ce dernier a affirmé qu'il présiderait le mois prochain le congrès ZANU-PF dont il a été exclu plus tôt dans la journée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.